Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur le ministre, l'inquiétude de nos compatriotes grandit d'heure en heure à mesure que le risque d'une épidémie mondiale se fait jour. Comme élu de la Haute-Savoie, département touché désormais à plusieurs reprises par des cas de coronavirus, mais aussi frontalier de l'Italie, j'ai été le témoin de la force de notre système de santé et notamment de l'hôpital public. Et nous vous soutenons, unanimement je crois, quand face à cette propagation, vous annoncez le déploiement d'un plan d'urgence national. Si notre économie et notre industrie sont déjà touchées, le spectre du coronavirus dévoile également un autre aspect tout aussi important à mes yeux, qui est celui de la fragilité de l'interdépendance de notre économie mondiale, au centre de laquelle se trouve désormais la Chine. En effet, l'industrie pharmaceutique est fortement affectée par la délocalisation d'une grande partie de sa chaîne de production. Selon l'Académie nationale de pharmacie, 80% des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués hors de l'espace économique européen, dont une grande partie en Asie. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour assurer la couverture des besoins pharmaceutiques en France et rassurer tant nos concitoyens que les professionnels de la santé? Merci, cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, merci pour votre question. Merci de rappeler la lutte de la nation française, mais avec elle, de nombre de pays dans le monde aujourd'hui en proie à la menace épidémique liée au coronavirus. Merci aussi de rappeler le rôle essentiel que joue chaque jour l'ensemble des soignants sur notre territoire, mais aussi ceux qui sont en première ligne, les pompiers, les ambulanciers, les agents de sécurité, et qui permettent et qui ont permis jusqu'ici de confiner les cas de malades que nous avions sur le territoire national. Vous me posez une question spécifique sur l'accès aux médicaments. D'abord, vous répondre qu'en lien avec l'épidémie de coronavirus, il y a une saisine de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour savoir si, oui ou non, un certain nombre de médicaments viendraient à manquer. À ce stade, je peux vous répondre, Monsieur le sénateur, que l'agence nous répond qu'il n'y a aucun problème de pénurie ou d'accès à des médicaments essentiels, que ce soit dans la lutte contre le coronavirus ou pour la prise en charge de maladies aiguës ou chroniques par ailleurs. Cela étant, inutile de se cacher, de se voiler la face, les pénuries de médicaments augmentent chaque année dans notre pays. Ça fait maintenant plus d'une décennie que c'est le cas, en lien, et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le sénateur, avec la désindustrialisation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, non seulement de la France, mais de l'Europe. Des mesures palliatives actives et efficaces ont été adoptées par le Parlement et les sénateurs l'ont également voté, notamment l'obligation d'avoir un stock pour tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sur le territoire européen, un stock de 4 mois de manière à éviter les pénuries sur des médicaments essentiels pour les malades. Mais il faut aller au-delà, et vous apportez vous-même la réponse, c'est réimplanter des usines de fabrication de médicaments en Europe, en France, en Europe. Ce n'est pas seulement une réflexion française, c'est une réflexion européenne. J'étais hier en Italie, à Rome, avec des homologues européens de la santé. J'ai participé au G7 la semaine dernière. Nous avons abordé ces questions-là. Nous allons continuer à les aborder dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Hervé, encore 43 Merci, secondes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Je crois qu'il est d'ores et déjà nécessaire d'apprendre de cette crise et de ces grandes crises mondiales telles qu'elles ont été pour le SRAS, le H1N1, et elle l'est aujourd'hui pour le coronavirus. Ces grandes pandémies risquent dans l'avenir de devenir beaucoup plus fréquentes. Et la question que j'ai posée, à laquelle vous avez en grande partie répondu, mais qui nécessitera des efforts industriels, économiques considérables, celle de notre souveraineté pharmaceutique, elle est absolument cruciale. Merci. Ma question s'adresse à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, on décompte à ce jour plus de 80 000 cas de coronavirus sur la planète et environ 3 000 décès. Chaque jour, de nouveaux lieux, parfois des villes entières, sont confinés. L'épidémie s'étend et elle commence à toucher notre pays. Pour notre population, ces nouvelles sont évidemment anxiogènes. Elles occasionnent d'ailleurs de déplorables réactions de racisme que nous condamnons fermement. Nous devons aborder cette épidémie dans un esprit de responsabilité, soucieux de protéger nos concitoyens. Il ne nous faut ni minimiser le risque, ni confondre la réalité sanitaire du virus, qui est loin de la grippe espagnole, avec ses effets psychologiques. Cette réalité appelle du sang-froid sans dramatisation. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons que le gouvernement nous apporte des précisions sur la préparation des hôpitaux sélectionnés pour répondre en première ligne. Quels moyens concrets leur sont alloués à l'heure
où la situation de beaucoup d'entre eux est périlleuse en termes de moyens humains et financiers, alors qu'ils sont déjà parfois en grande difficulté pour assumer leurs tâches quotidiennes. À Paris, les 3 hôpitaux désignés sont déjà débordés et ont demandé l'aide des autres établissements hospitaliers. Concernant les soignants de ville, comment sont-ils associés aux actions de détection et de suivi des cas? Vont-ils recevoir des kits de protection? Enfin, je salue la lettre adressée par le Premier ministre aux maires, bien plus digne et à la hauteur de l'enjeu que la lamentable polémique portée par l'ex-ministre de la Santé sur le sujet. Les élus locaux, oui, se retrouvent eux aussi en première ligne. Alors qu'attendez-vous concrètement des maires? Et comment allez-vous les associer à la réponse des autorités sanitaires, à l'élaboration de cette réponse? Leur expertise et leur engagement, vous le savez, sont indispensables pour que les décisions prises soient comprises, acceptées par notre population et au fond efficaces. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre Olivier Véran, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, d'abord, saluer l'esprit de responsabilité que vous avez vous-même évoqué dans votre question en disant que face à la menace d'une épidémie, je crois que l'union nationale est indispensable. Elle est indispensable. De la même façon, face à un risque infectieux, il y a des réflexes, il y a des gestes qui sauvent, comme tousser dans sa manche, se laver les mains régulièrement, et il y a des gestes qui peuvent être dévastateurs. Les gestes de division, les gestes de repli. C'est pourquoi j'étais hier à Rome avec mes homologues ministres de la Santé européens pour dire à l'Italie que la France la soutient dans cette épreuve et que nous voulons travailler de façon intelligente entre partenaires européens pour trouver des solutions concertées. Nous avons évidemment à cette occasion acté qu'il était hors de question de fermer nos frontières. Mais vous me posez la question à la fois de l'intervention des maires et l'intervention des établissements de santé. S'agissant des maires, vous avez salué la lettre du Premier ministre et je vous en remercie. Je crois qu'elle était nécessaire. J'ai moi-même eu régulièrement, et c'est encore le cas aujourd'hui, de nombreux maires lorsqu'ils sont inquiets, lorsqu'il y a une alerte sur leur territoire, ainsi que des présidents d'exécutifs territoriaux, de départements ou de régions, et je continuerai à le faire car le rôle des élus dans les territoires, par leur maillage et leur esprit de responsabilité, est essentiel pour apporter de l'information et être capable d'intervenir dans les bonnes conditions. On s'appuiera sur les élus. Sur la question des professionnels de santé de ville, j'ai eu le président de l'Ordre des médecins ce matin, la présidente de l'Ordre des pharmaciens ce matin, ainsi que plusieurs responsables de syndicats médicaux hier et encore aujourd'hui, pour les informer que tout le matériel qui leur est nécessaire va leur être donné dans les meilleures conditions à travers le réseau d'officines de ville. Une lettre est quasiment terminée d'être rédigée qui réactualise les consignes et les conseils apportés à l'ensemble des soignants de ville sur le territoire pour savoir quoi faire face à des patients ou à des cas contacts. Quant aux hôpitaux, j'ai souhaité que nous multiplions par 3 le nombre d'établissements de santé capables d'accueillir des malades et de les prendre en charge de A à Z, de sorte qu'il n'y a plus aujourd'hui dans notre pays un seul département sans établissement de santé capable d'accueillir ces malades dans des bonnes conditions sanitaires, avec capacité d'isolement, dépistage diagnostic, formation du personnel soignant, médical et paramédical. Je crois que c'est essentiel dans la période. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Lors de son déplacement au Salon de l'Agriculture, le Président de la République a été interpellé sur le sujet de la revalorisation des retraites agricoles actuelles. Je le cite. « Tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux vous dire que tous les retraités aujourd'hui peuvent rentrer? C'est impossible. C'est impossible car c'est 1,1 milliard. Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'en mai 2018, sur proposition du groupe CRCE, nous avions déjà évoqué ce sujet dans cet hémicycle. Alors que ce texte, qui voulait porter le niveau minimal de retraite des exploitants à 85% du SMIC, faisait l'objet d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'utilisation du vote bloqué l'avait renvoyé sur la touche. À l'époque, votre gouvernement avait en partie justifié ce choix dans la perspective du grand projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est une question de justice et d'équité. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour les retraités d'hier, pour tous ceux qui partent dès aujourd'hui? Avez-vous pensé aussi à la situation des conjoints et des aides familiaux dont les pensions leur permettent à peine de survivre? Parce que tous ces agriculteurs, hommes et femmes, ont contribué à faire de notre pays une grande nation agricole. Nous leur devons, vous le savez, Monsieur le ministre, une solidarité à la hauteur de leur réinvestissement dans leur campagne. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour 2 minutes.
Monsieur le sénateur Henri Cabanel, vous posez la question importante du revenu des pensionnés retraités agricoles, qui est une question, et vous l'avez souligné dans votre question, dans votre intervention, qui a déjà fait l'objet de nombreux débats au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, sans qu'il y ait eu de passage à l'acte, et pour des raisons diverses, tant sous cette majorité que sous la majorité précédente. La réforme actuelle du système des retraites, l'instauration d'un régime universel, prévoit pour les futurs retraités agricoles qu'ils pourront atteindre, s'ils ont cotisé à carrière complète, le minimum de 85% du SMIC. Dès 2022, c'est 100 €, 98 € pour être précis, de plus par mois pour un chef d'exploitation concerné par ce minimum de pension. En 2025, c'est 180 € de plus par rapport à la situation sans la réforme. Le système universel va permettre de mettre fin aux questions de soutenabilité financière spécifiques du régime agricole actuel. Et c'est tout à fait juste, quand vous avez trimé, pardon pour l'expression, mais pendant 40 ans, parfois bien davantage, dans un champ, dans votre exploitation agricole, et qu'il vous reste à la fin des fins 700, 800 € de retraite en dessous du seuil de pauvreté, ce n'était pas acceptable. Ça permettra aussi, cette réforme des retraites, elle permettra aussi une baisse significative des cotisations pour 50% des retraités les plus modestes, alors même que leur pension va pouvoir augmenter. Nous serons aussi attentifs au rôle particulier joué par la MSA dans sa relation avec les agriculteurs, parce qu'elle ne gère pas d'ailleurs que le risque retraite. Ce sera donc un système qui sera plus juste et nous tentons de convaincre actuellement les députés à l'Assemblée nationale de nous aider à avancer pour que ce texte voie le jour dans les délais et que les futurs retraités agricoles puissent bénéficier enfin de ces 85% du SMIC. Sur la question des actuels retraités agricoles, j'y répondrai en deux temps, parce que j'aurai une autre question sur le même sujet, mais il y a une mission parlementaire qui est confiée par le gouvernement pour pouvoir permettre de définir les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir traiter cette question fondamentale des personnes qui sont déjà retraitées et pour certains d'entre eux depuis des années avec des retraites de misère. Ma question, à laquelle j'associe ma collègue de la Commission des finances, Nathalie Goulet, s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. La Cour des comptes vient de publier son rapport annuel. Le redressement des finances publiques, nous dit-elle, est quasiment à l'arrêt. Le contraste entre la situation de la France et celle de nos partenaires de la zone euro y est jugé saisissant. Or, les effets naturels de la conjoncture, l'État ne fournit aucun effort sur le déficit structurel. C'est pourtant aujourd'hui et maintenant qu'il faudrait agir compte tenu des taux d'intérêt très bas. Alors que nous nous préparons à examiner le projet de loi portant réforme des retraites, nombre de paramètres financiers demeurent inconnus. Les facteurs d'incertitude se multiplient. L'intégration des primes des fonctionnaires, la revalorisation salariale des enseignants, la baisse de la CSG pour les professions libérales et les indépendants. Comment évaluer l'impact budgétaire de ces mesures annoncées au fil de l'eau ? Le financement de la réforme des retraites doit encore être rapproché de celui de la dépendance. Comment arbitrer en effet le niveau des pensions de retraite sans connaître corrélativement l'estimation du coût de la dépendance de nos aînés, ni son impact sur la trajectoire de notre dette publique ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'équation budgétaire retenue par le gouvernement afin de préserver notre crédibilité en matière de finances publiques? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, finalement votre question repose sur deux points. D'abord, les chiffres évoqués par la Cour des comptes, dont j'imagine que le Parlement, hier l'Assemblée, sans doute dans les prochains jours le Sénat vont étudier le rapport. Permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec votre présentation. La Cour soulève bien que nous sommes bien à 2,2% de déficit. Lorsque nous avons pris les responsabilités du pays, nous étions à 3,4% du déficit. À 0,1 point, c'est-à-dire plus de 2 milliards, vous voyez bien l'effort très important qu'a fait le gouvernement, effort qui nous a parfois été reproché, y compris dans la Haute-Chambre. Je parle des contrats aidés, je parle du travail autour de la politique du logement ou des très nombreuses transformations de l'action publique, c'est notamment celle que j'ai pu porter avec Olivier Dussopt dans mon ministère. Évidemment, ces efforts payent et nous avons baissé le déficit. Nous avons aussi été le premier gouvernement à sortir de la procédure de déficit excessif. Certes, la dette reste à un niveau important et c'est un niveau trop important, le ministre de l'économie l'a encore dit très récemment, malgré des taux d'intérêt très bas, mais nous avons sincérisé
cette dette, ce qu'aucun gouvernement n'a fait jusqu'à présent. Vous auriez pu souligner, Madame la sénatrice, que la Cour des comptes elle-même révèle que 35 milliards de dettes ont été rajoutés à la stock de dette de notre pays parce que nous avons fait l'effort sans précédent de la réforme de la SNCF qu'a conduit notamment la ministre Borne. Sur le deuxième point que vous évoquez, c'est-à-dire celui de la réforme des retraites, en ce moment même à l'Assemblée nationale, il est évident que le débat, au lieu de tourner autour des conjonctions de coordination, pourrait tourner sur le fond du système des retraites, un fonds très important, 14% entre richesses nationales. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des conjonctions de subordination, vous avez raison, il n'y a pas que des conjonctions de coordination, mais aujourd'hui, nous devons discuter du fond, et du fond notamment avec le travail que fait aujourd'hui la conférence de financement. Il a été dit par le Premier ministre qu'au lendemain de cette conférence de financement, et bien sûr validée par le Parlement, l'Assemblée et le Sénat, le gouvernement éclairera la représentation nationale sur les perspectives financières. C'est d'ailleurs pour ça qu'il présentera une loi des programmations des finances publiques pour l'éducation nationale. En ce qui concerne l'éducation nationale, la recherche, je pourrais multiplier ainsi les nombreuses avancées que la réforme des retraites fera naître pour les fonctionnaires. Merci, Monsieur le ministre. Madame Vermeillet. Monsieur le ministre, ça ne peut pas suffire. Vous en conviendrez, le calendrier soutenu des réformes auxquelles est soumis le Parlement témoigne de votre niveau d'exigence inédit. Mais cette exigence, elle peut s'exercer dans les deux sens. Alors il faut nous accorder les prévisions et les estimations que nous demandons pour que nous puissions débattre en connaissance de cause. Sincèrement, la lisibilité de la dette, elle vaut bien celle des retraites. Ma question s'adressait au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais elle vous concerne aussi, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, et vous aurez ainsi une troisième chance de préciser la position du gouvernement. Dans l'agriculture, comme dans la plupart des secteurs, les difficultés pèsent encore plus lourdement sur les femmes. Longtemps invisibilisées, travaillant sans statut officiel et souvent comme épouses d'agriculteurs, elles ont obtenu progressivement, mais à force de revendication des droits sociaux et la mise en place d'un statut de conjoint collaborateur en 1999. Elles représentent aujourd'hui un quart des chefs d'exploitation et des co-exploitants. Si elles bénéficient d'une meilleure considération, le chemin reste encore long, surtout en matière de retraite. En 2017, la délégation aux droits des femmes du Sénat a formulé 40 recommandations visant à lutter contre ces difficultés persistantes, notamment en termes d'articulation entre vie professionnelle et familiale et d'accès aux droits sociaux et médicaux. Fin du travail sans statut, garantie du congé maternité par la mise en place d'un service de remplacement, solution d'accueil pour la petite enfance en milieu rural et augmentation des retraites, car la moitié des 870 000 femmes retraitées agricoles perçoivent moins de 500 € par mois en droit propre. Le gouvernement propose une retraite minimale universelle de 1 000 € pour une carrière complète au SMIC, mais peu d'entre elles parviennent à se dégager un SMIC, a fortiori tout au long de leur carrière. Et cette mesure ne s'appliquerait qu'aux chefs d'exploitation. En 2018, une proposition de loi portant sur la retraite agricole a proposé un minimum de 85% du SMIC. A été repoussée par votre gouvernement. Nous y sommes dans cette loi et pourtant elle n'y figure pas. Pour les agricultrices également, votre universalité rime avec précarité. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que votre gouvernement entend mettre en place pour les femmes? Merci, chers collègues. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, pour 2 minutes. Madame la sénatrice Maryvonne Blondin, je vous remercie pour votre question qui porte essentiellement sur, sur les conjointes d'agriculteurs. J'ai envie d'élargir même le champ de votre question à l'ensemble des conjointes d'indépendants, de commerçants, à ces femmes qui ont souvent soutenu leur conjoint pendant toute leur activité professionnelle, de façon plus ou moins visible, mais toujours
de la même manière aussi indispensables à l'activité du couple et qui se retrouvent bien souvent dépourvus de droits corrects au moment de partir à la retraite. Je l'ai dit, ce gouvernement a mis en place beaucoup de mesures pour venir en aide au monde agricole. Et vous parliez des agricultrices aussi dans votre question. C'est ce gouvernement qui a créé, et je regarde Marlène Schiappa en vous répondant, le droit au congé maternité pour les agricultrices. Avec des droits sociaux qui sont nouveaux. C'est ce gouvernement qui, à travers cette réforme du régime universel des retraites, cherche justement à permettre d'améliorer la situation de dizaines, de centaines de milliers de femmes qui se retrouvent en grande difficulté au moment de prendre leur retraite parce qu'elles ont eu des carrières hachées et qu'elles sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans et qui, grâce à cette réforme, pourront partir plus tôt à la retraite. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux le répéter et je comprends que cette question vous anime sur tous les bancs. C'est aussi le cas à l'Assemblée nationale parce que c'est une question de justice sociale et que la justice sociale est au cœur de notre action à tous. Il y a une mission importante qui est confiée à des parlementaires sur la question des droits sociaux des actuels retraités agricoles qui prendra parfaitement en compte la question des conjoints, des conjointes, des agriculteurs, mais également des collaborateurs associés et des cotisants solidaires. J'aurai l'occasion, et le ministre de l'Agriculture aura l'occasion dans quelques semaines de faire état des propositions qui nous seront faites par les parlementaires et nous avancerons ensemble. Jeudi dernier, le ministre de l'Agriculture nous annonçait ici qu'un accord européen avait été obtenu pour un budget de la PAC maintenu à 375 milliards d'euros. Il nous disait même que son objectif était désormais d'obtenir 380 milliards d'euros. En fait, aucun accord n'a été trouvé et les négociations ont été suspendues. Bref, tout reste à faire. Deux questions politiques majeures demeurent sans réponse. Quel est l'objectif du président de la République pour la part française de la PAC? Depuis 2014, elle est de 9 milliards d'euros par an. Ces 9 milliards doivent être l'ambition minimale de la France pour ses agriculteurs et les territoires ruraux. Et puis, quelle PAC voulez-vous? Le principe de subsidiarité pourrait accroître les distorsions de normes de production entre États membres, tout en détruisant ce qui reste de commun à notre politique agricole européenne. Quelles orientations entendez-vous donner au plan stratégique national de la France que vous allez soumettre à la Commission? Sur le verdissement, quelles sont vos priorités? Et comment allez-vous l'articuler avec le Green New Deal de la présidente de la Commission européenne? Envisagez-vous un renforcement de la conditionnalité des aides? Souhaitez-vous développer des outils novateurs comme les paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs à la société dans son ensemble? Monsieur le ministre, sur ces questions qui conditionnent son avenir, le monde agricole attend des réponses claires. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, nous sommes, avec tout le gouvernement, nous sommes tous au Salon de l'agriculteur et nous disons tous aux agriculteurs et aux agricultrices de France la même chose. Ils sont essentiels pour nourrir la France et nous nous battons pour eux sur le front européen. Nous nous battons effectivement pour que l'enveloppe française de la PAC ne baisse pas et que nos agriculteurs ne soient pas ceux qui financent le Brexit. Le plus fort gage de confiance qu'on peut leur donner, c'est que nous refuserons à donner un accord à tout budget européen qui ferait baisser l'enveloppe dont nous disposons. Nous ne pouvons pas demander plus à nos paysans et leur donner moins de moyens. Nous n'accepterons donc jamais une baisse de revenus pour nos agriculteurs. C'est l'engagement du président, c'est tout le nôtre au gouvernement. La PAC, ce n'est pas cher, ce n'est pas has-been. C'est essentiel pour le projet européen que nous voulons. Un projet de puissance, un projet de souveraineté alimentaire, un projet de transition écologique. Et donc nous sommes fiers, et je crois que nous devons le rester, de produire en Europe des produits de qualité. C'est une mission extrêmement importante et nous devons donner aux agriculteurs les moyens d'y parvenir. 3 points sont encore en discussion et Didier Guillaume mène la négociation sur ces 3 points. D'abord, c'est la régulation des marchés. Plus que jamais actuelle, face aux États-Unis, après le Brexit, nous devons conserver l'équilibre que propose la Commission entre ceux qui veulent moins de régulation et ceux qui en veulent davantage. Le deuxième sujet, vous en avez parlé, c'est le verdissement, c'est l'architecture environnementale. Sur ce point, il reste du travail. Nous voulons 3 choses. D'abord, des éco-schémas obligatoires, que tous les pays, parce que c'est une politique agricole commune, que tous les pays s'engagent dans la transition. Nous voulons des conditionnalités vertes renforcées et nous voulons également de vraies incitations pour que les agriculteurs puissent renforcer la compétitivité
de leurs exploitations. Il n'y a pas de transition si elle n'est pas économiquement viable. Enfin, nous voulons simplifier le modèle de mise en œuvre. Si c'est trop compliqué, les agriculteurs ne peuvent pas s'engager. Pour tout cela, il y aura 1 an de transition avant que nous puissions réellement entrer dans cette nouvelle PAC. Ce ne sera pas une année blanche, ce sera une année pour que nous puissions ne pas prendre de retard, mais mettre ensuite nos ambitions en réalité. Merci Madame la Ministre. Monsieur Montaugé, vous avez 26 secondes. Merci Madame. Je comprends que l'objectif c'est 9 milliards d'euros au minimum, donc acte, et nous prenons date. La retraite à 85% du SMIC pour les anciens que vous avez rejeté ici par un vote bloqué, les suicides, les transmissions et le renouvellement des générations, la régulation du foncier, les zones de non-traitement qui restent un problème pour tout le monde, la ressource en eau, les revenus des agriculteurs qu'Egalim n'a absolument pas amélioré et même dégradé pour certains. Les difficultés sont nombreuses, demeurent et vous n'y avez pas du tout répondu. Donnons à l'agriculture, à ces femmes et à ces hommes, la reconnaissance qu'ils méritent et les moyens de vivre décemment. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Nous avons remis un rapport d'information sur la loi Egalim adoptée à l'unanimité le 30 octobre 2019. À la suite de cette adoption, le président du groupe de suivi, Daniel Gremillet, a déposé une PPL pour modestement corriger quelques effets pervers de cette loi concernant l'encadrement des promotions. Malgré le vote unanime en séance de cette PPL, le ministre de l'Agriculture, avec une logique qu'on pourrait comprendre, s'est arc-bouté contre en disant qu'il faut qu'on attende la fin de l'expérimentation qui aura lieu fin 2020. Même si je suis en désaccord sur le fond parce qu'il y avait urgence, on pourrait comprendre la logique. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on voit arriver la loi ASAP ici avec un article 44 dans lequel le gouvernement demande aux parlementaires de se prononcer pour habiliter le gouvernement, par ordonnance s'il vous plaît, d'allonger de 30 mois l'expérimentation sans aucune autre explication. Donc on a souvent du mal, Monsieur le Premier ministre, à comprendre la logique de votre gouvernement et ma question est simple, je voudrais la comprendre dans ce cas précis. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez 2 minutes, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Raison, je vous remercie pour cette question qui met en valeur l'intérêt sur ces bancs pour un rééquilibrage des relations commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. C'est ce que nous mettons en place progressivement avec la loi Egalim et cette expérimentation que vous mentionnez. J'étais ce matin au Salon de l'Agriculture, j'y ai vu les acteurs de la filière, la FNSEA, du lait, du bœuf, du porc, des céréales, de la bière pour ne citer que cela, et tous m'ont dit qu'ils souhaitaient voir cette expérimentation prolongée parce qu'elle faisait bouger les lignes, parce que pour la première fois, ils étaient en mesure, pour certains d'entre eux, de négocier des accords sur 5 ans, ce qu'ils n'avaient pas vu depuis 10 ans. Je vous dis ce qu'ils me rapportent. Que les ambiances dans les box avaient évolué fort favorablement et que, effectivement, il se passait quelque chose dans leur filière. Alors, tous reconnaissent aussi qu'il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, et c'est ce que nous allons faire, il faut disposer de l'évaluation de l'expérimentation que nous avons menée. Vous le savez comme moi, cette expérimentation, elle est évaluée par 2 économistes qui rendront leur rapport à la fin du mois de septembre. Vous savez comme moi que l'expérimentation prévue par Egalim se termine le 31 décembre. Et donc, il nous faut du temps, et c'est ce que prévoit le projet de loi ASAP, pour ajuster cette expérimentation. Nous aurons d'ailleurs le loisir d'en discuter puisque nous démarrons l'examen en commission tout à l'heure et en hémicycle la semaine prochaine. Je vais également préciser une chose. Bien entendu, je partage avec vous l'intérêt de regarder pour certaines situations une évolution du droit. Je pense à la filière foie gras sur les volumes. Donc en tout état de cause, vous pouvez compter sur notre détermination au service des agriculteurs et de la filière.